Donc, Florence est directrice d'IFSI et elle a cette charge qui pour nous est un plaisir d'être présidente de l'association des directeurs d'écoles paramédicales. Et en ça, ça présente l'intérêt d'ouvrir à l'ensemble des formations non médicales. Donc, elle a conduit pour ça une démarche très intégrative d'ouverture à toutes les formations. Et en ce qui concerne ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la formation et les méthodes pédagogiques autour de la simulation, elle a intégré très tôt la Sophracim de façon à participer aux travaux qui ont été conduits dans le cadre de l'HAS, tout particulièrement. Et donc, elle a travaillé avec M. Henry, et j'imagine que ce dont elle va parler sera... On va voir, hein, dans le même axe. Et voilà. Donc, voilà, Florence va porter haut les envies, non seulement des IFSI, mais de toutes les formations. Et sinon, l'IFSI du sel. Oui. Merci beaucoup. Merci à Christine et merci à Béatrice de m'avoir invitée. Mais vous êtes en train de me mettre tous la pression, là. Je l'avais déjà en arrivant, mais là, ça devient terrible. Notamment Jean-Claude avec quelques petites touches comme ça en passant. Merci beaucoup, mais c'était pas le moment. Bien, ceci étant dit, sûrement que ça va aller mieux. Alors, bon, effectivement, dans cette présentation, directeur d'IFSI, donc nous avons été, au niveau des instituts de formation sur les infirmiers, les premiers à être dans un référentiel remanié, donc d'être dans la réingénierie des formations. Et après, d'autres formations sont en train de suivre. Toutes les formations paramédicales ne sont pas à ce jour réingénierées. C'est fort dommage, mais ça va suivre. Mais à ce titre, je pense qu'on a dû faire face à la découverte ou en tous les cas à rentrer davantage dans une autre pédagogie. Et la simulation faisait partie justement de cette autre pédagogie. Et c'est aussi à ce titre que j'ai trouvé très intéressant de pouvoir rejoindre la Sophracim quand elle s'est créée. Nous ne sommes pas très nombreux au niveau du conseil d'administration en tant que paramédicaux, mais en tous les cas, je pense qu'on y occupe notre place. En tous les cas, on essaie de le faire. Et c'est aussi très intéressant, si on veut se placer dans une démarche ensuite interdisciplinaire, de pouvoir travailler la simulation avec nos collègues médecins de France, mais aussi outre-mer. Donc, par rapport à la simulation donc, en santé, alors je vais revenir un petit peu sur notre histoire. Sans doute parmi vous, certains la connaissent, mais je crois que c'est important parce qu'il y a des liens à faire avec ce que Jean-Claude vient de présenter. Donc, nous avons fait sans doute au niveau des instituts de formation un faux départ en 2010. Un faux départ parce que nous avons vu écrit dans le référentiel de formation qu'il y avait des évaluations en situation simulée qui devaient apparaître dès le semestre 2 et ce jusqu'au semestre 5. Et à ce titre, beaucoup ont dit « Oh, mais de la simulation, en fait, quand on faisait avant des travaux pratiques, on était déjà dans cet esprit de simulation. » Donc, vous voyez, déjà, on n'était pas vraiment dans les starting blocks. Mais il fallait bien prendre par un biais cette nouvelle méthode d'évaluation. Et puis, nous nous sommes quand même bien rendus compte qu'on avait une méconnaissance de la méthode. C'est-à-dire que quand on se penchait un peu sur la sémantique, simulation et travaux pratiques avaient quand même une différence. Alors, eh bien, il y a les vendeurs, je vais les appeler comme ça, qui ont bien su saisir l'opportunité et su nous accrocher sur le super mannequin qui nous aiderait à développer ces évaluations en situation simulée et qui nous ont bien sûr ont réussi à nous vendre du matériel, mais une fois que nous avions le matériel, que pouvions-nous en faire? Parce que en fait, l'évaluation en situation simulée, ça ne représentait tout compte fait que 3 unités d'enseignement dans les soins infirmiers et c'est tout. Donc un mannequin qui coûte relativement cher, même si on a nombre d'étudiants dans nos instituts, c'était quand même pas très bien réfléchi. Néanmoins, nous l'avons fait.
Et puis, on était poussé derrière avec la gestion des risques, avec énormément de pression aussi parfois des stages, en disant que l'encadrement devenait difficile, que leur charge de travail était importante, qu'il fallait qu'on trouve aussi des moyens pour les préparer mieux au stage, parce que derrière, quand ils arrivaient en 3e année, ils faisaient nombre d'erreurs qu'ils n'auraient pas dû faire encore en 3e année, bon, sachant que toute notre vie, on continue à faire des erreurs et on continue aussi à s'améliorer. Mais il fallait aussi trouver un moyen, et le super mannequin pouvait être aussi une réponse à cette gestion. Notre difficulté était aussi que la formation, jusque-là en simulation, relevait essentiellement du monde médical, avec des formations dans lesquelles il y avait des choses à apprendre, mais qu'il nous fallait ensuite transférer dans le monde de la formation initiale paramédicale, et qui n'était pas toujours très adapté à ce que nous voulions faire en termes de formation initiale. Vous avez vu d'ailleurs dans la présentation que tout ce qui est accompagnement du personne dans les gestes de la vie quotidienne, c'est pas ce qu'un mannequin peut à l'origine nous proposer. Donc, et il y a eu une confusion, mais très importante, et qui demeure encore dans la tête de certains, et si le vocabulaire peut changer, je pense que c'est une vraie chance, une confusion entre technique haute fidélité et fidélité des situations. Donc là, ce n'est pas parce qu'on employait un mannequin haute fidélité que l'on allait pouvoir reproduire fidèlement toutes les situations, même en appuyant sur le bouton du programmateur du mannequin, ça ne marchait pas comme ça. Donc le contexte s'est nuancé, puisqu'on a vu apparaître le rapport de la HAS. Alors celui de janvier 2012 était important, mais celui que nous avons le plus retenu au niveau des instituts de formation, c'est celui de décembre 2012, puisqu'il nous permettait d'avoir des pistes pour créer des scénarios. Et puis, donc, la gestion des risques et la sécurité des patients avec le programme national qui aussi intègre la simulation et permet aussi de voir un peu mieux comment cette simulation peut être un atout en formation initiale. Les fonds d'investissement régionaux, d'une part au niveau de la DGOS, mais aussi au niveau des régions, qui, je vous le rappelle, ce sont les régions qui financent nos formations. Mais le problème, c'est que ces fonds d'investissement, on n'en avait pas connaissance. Ils sont apparus, je crois, en 2013. Et nous, au niveau des instituts, nous en avons eu connaissance très tardivement. Et des fonds, on ne les a pas comme ça. Vous avez vu le projet qui a été construit. Il faut un projet sérieux qu'on peut argumenter pour pouvoir bénéficier de ces fonds, sachant que d'une part, les régions ne financent pas tout ce qui est du domaine de la formation continue, donc pas pour la formation de formateurs, mais par contre, les ARS pouvaient aussi dégager des fonds pour ces formations. Mais ça, c'est quelque chose qu'on découvre au fur et à mesure et qu'on ne sait pas initialement. Et puis, derrière, une appropriation du référentiel de formation par les équipes qui se sont vraiment rendus compte qu'il fallait passer par une autre transmission, qu'on passait de la transmission des savoirs à l'appropriation par les étudiants et que, du coup, il y avait un changement de posture chez les formateurs parce que quand on est dans une approche par les compétences, on ne peut plus délivrer un savoir de façon magistrale et il faut trouver des méthodes qui s'inscrivent dans la pédagogie active avec notamment des articulations autour des situations professionnelles. Ça, c'est une richesse dans tous les référentiels des différentes formations paramédicales. Nous le retrouvons aussi bien chez les kinés, chez les manips radio. Nous retrouvons cette idée de formation qui s'articule autour des situations. C'est une richesse parce que ça nous permet d'avoir un apprentissage qui est basé sur l'expérience. Que ce soit une expérience vécue en stage, que ce soit une expérience vécue en simulation, c'est le même principe. On va pouvoir réfléchir et se dire, pour en arriver là, quelle a été ma démarche? Quel a été mon raisonnement? Pourquoi j'en suis arrivé là? Donc travailler, faire ressortir, expliciter ce qu'il y a dans la boîte noire de l'étudiant qui est en formation et qui va pouvoir enfin comprendre
pourquoi il en est arrivé là, plutôt que d'une autre façon. Et qu'il n'y a pas qu'une seule méthode pour y arriver, puisque quand on est étudiant, on recherche toujours la meilleure recette pour y arriver. Il y a plusieurs méthodes, mais ce qui est important, c'est de repérer comment on s'y prend. Et surtout, le fait d'articuler autour des situations donne une place importante à l'erreur dans l'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose d'important qui n'est pas encore suffisamment, je dirais, porté par les équipes enseignantes, et voir l'erreur comme étant en fait un obstacle qu'il va falloir comprendre pour pouvoir aller plus loin. Et j'entendais, et nous avons un groupe de travail qui a réfléchi dans le cadre de la Sophracim sur l'évaluation par la simulation. Ce qui nous pose question notamment, c'est quand on est dans une évaluation, comment on peut laisser la place à l'erreur, puisqu'on reste dans un apprentissage, mais que par ailleurs, on attend aussi des résultats, et des résultats justes. Donc ça, c'est un problème particulier. Donc le rôle du formateur par rapport à cette approche par compétence a bien évidemment été modifié. Il a été dans le sens de l'accompagnement de l'étudiant pour l'aider à travailler son raisonnement clinique, son observation, son questionnement, mais aussi ses recherches. Et cette posture chez le formateur est encore en train de se rechercher. Elle ne s'invente pas, c'est quelque chose qu'il faut aussi réfléchir. Il faut aussi que le formateur puisse avoir une pratique réflexive sur ce qu'il fait pour pouvoir continuer à progresser. Et en cela, la simulation a cet intérêt, pourrait aussi avoir cet intérêt, c'est que lorsque un formateur ou deux formateurs conduisent des séances de simulation, ils peuvent aussi ensuite eux-mêmes avoir un temps de débriefing pour voir comment ils ont pu aussi conduire ces séances. Et ça, c'est très intéressant pour pouvoir progresser. Alors, nous sommes passés de l'outil, qui était le super mannequin, à la méthode pédagogique. Et en septembre 2014, il y a eu introduction dans le référentiel infirmier sur la pression, en fait, de l'association que je préside, pour que cette simulation puisse être considérée comme une méthode pédagogique, pas comme un simple outil. Donc le mannequin est devenu vraiment un objet support d'un montage pédagogique beaucoup plus construit, et on s'est penché aussi sur la construction des scénarios. Alors, construction de scénarios, à quel moment faire de la simulation? Faut-il le faire dans une méthode inductive, dans une méthode déductive? Par rapport à quelles unités d'enseignement? Est-ce qu'il faut toujours utiliser le maintien, mais par rapport aux soins relationnels, on peut aussi utiliser des acteurs? Donc, différentes idées ont émergé au niveau des IFSI. Il y a des grandes expériences qui se font un petit peu partout. Et c'est parti un peu dans tous les sens, même si ça commençait à être construit. Et le débriefing a posé problème, parce que souvent, le débriefing, il faut être vraiment formé pour le faire, et ce n'est pas revenir à comme on faisait avant, au bilan de stage. Ce n'est pas le bilan d'une unité d'enseignement, ça n'a rien à voir. Mais bon, ça, vous le savez bien. Et il fallait dépasser cette notion d'évaluation didactique. Qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre? Il fallait aller au-delà. Donc, tous ces éléments, ils ont été réellement ressentis par les formateurs qui se sont réellement penchés sur cette méthode pédagogique. Donc, les soins d'urgence ont été aussi très porteurs, puisque nous avons l'attestation de formation aux soins d'urgence dans tous les référentiels, mais nous avons également des unités beaucoup plus spécifiques sur des soins d'urgence qui permettaient justement de travailler des situations sur lesquelles les étudiants vont pouvoir réfléchir, parce qu'ils n'auront pas l'occasion forcément durant tout leur stage de pouvoir y être confrontés, et que lorsqu'ils vont y être confrontés en tant que professionnels, pouvoir se rappeler que ça a déjà été fait dans une séance de simulation, c'est un bien. Donc c'est aussi jamais la première fois sur le patient. Les soins relationnels, là, beaucoup d'expérience en simulation, avec des grosses interrogations, parce que les soins relationnels sont aussi générateurs d'émotions fortes. On les retrouve dans
dans les autres situations, mais davantage dans les soins relationnels. Et là, le débriefing interroge énormément, parce que comment arriver à canaliser les émotions qui ressortent de ces expériences de simulation avec les étudiants, c'était un vrai problème. Donc on a, pour certains, introduit dans nos débriefings des psychologues qui étaient là essentiellement pour pouvoir recueillir cette émotion de façon à ce qu'on puisse passer à la partie beaucoup plus pédagogique et d'apprentissage. Et donc l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne a été une des premières simulations qui a aussi permis dans les instituts de faire en collaboration avec les élèves aides-soignants, puisqu'on est souvent support aussi d'instituts de formation aides-soignants, et de pouvoir mettre les deux étudiants ensemble autour d'une situation. Et nous sommes arrivés à la construction d'un projet selon 4 axes. Un axe ingénierie de formation, en repérant des situations prévalentes. Alors, là aussi, c'est porteur, puisque ça nous permet d'être en partenariat réel avec les terrains de stage, puisqu'on peut repartir des situations prévalentes des terrains de stage pour les travailler et construire les scénarios ensemble. Davantage cibler peut-être la simulation qui est très chronophage en termes humains, puisque ce sont que des petits groupes. Donc vous voyez, dans les instituts, quand il y a 120, 140 étudiants, ça devient vite très complexe. Donc plutôt cibler sur des unités d'approfondissement qui permettent de revoir les différents savoirs qui ont été acquis, mais aussi de voir comment on les mobilise en situation réelle, en situation pleine échelle. Construire des scénarios, mais construire des scénarios qui ne soient pas des cas concrets comme nous les avons connus au niveau des instituts de formation, mais qui restent des scénarios avec des objectifs atteignables. Parce que construire des scénarios avec des objectifs qu'on n'atteint jamais, c'est très frustrant pour tout le monde, pour l'étudiant en premier, parce qu'il se dit qu'il n'est pas à la hauteur, et aussi pour le formateur, parce qu'il se rend compte que il est un petit peu en difficulté par rapport à tout ce qui reste sur la page. Et puis, organiser dans le temps, parce que ça s'organise. Donc, par rapport à ça, on se rend compte, quand on avance dans la construction d'un projet, qu'une personne, un formateur qui va être dédié à la simulation, devient vraiment nécessaire. Et d'une part, parce que quand on a un mannequin, eh bien, c'est un bijou de technologie, souvent. Donc, comme un bijou, eh bien, il faut de temps en temps le faire briller et l'entretenir. Parce que aussi, ça nécessite d'avoir des locaux qui soient toujours fonctionnels. Et si on n'a pas une personne référente, on sait très bien que dans les instituts, très vite, c'est tout le monde et personne. Et puis, parce qu'il faut l'organiser dans le curriculum des étudiants, et que ça ne s'improvise pas, et que ça se construit aussi en regard des autres unités d'enseignement à conduire. Alors certains ont fait le choix de faire ces formations pendant les temps de stage. Moi, j'interroge, je dis attention, la simulation ne doit pas se faire à la place du stage. Ce n'est pas une méthode de remplacement, ce n'est simplement qu'une méthode pédagogique. Il serait sans doute préférable de remplacer les cours magistraux par des séances de simulation qui amènent beaucoup plus l'étudiant à apprendre et à enregistrer ce qu'il apprend parce qu'il l'a vécu, plutôt que d'aller dans du cours magistral, et pire encore, de rester pendant 10 heures devant son ordinateur sur des cours enregistrés. Et puis, il y a également la formation des formateurs. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que des formateurs qui ont été formés avec les CESIM mettent maintenant en place des formations aussi un peu plus spécifiques aux formateurs des professionnels de santé. Et ça, je trouve que c'est une chance, puisque ça permet quand même de mieux s'y retrouver. Même si on arrive quand même à se comprendre avec le monde médical, il ne faut quand même pas exagérer, on travaille ensemble. En termes de formation, parfois c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on ne recherche pas la même chose. La logistique aussi dans le projet, très important. Donc là, c'est en fait ma casquette de directeur qui parle aussi. La logistique est importante, il faut des lieux dédiés à ça.
Et je vois que certains IFSI ont pendant un moment abandonné l'idée de faire, avant 2009, des travaux pratiques. Du coup, les salles ont été transformées et ils se sont retrouvés sans salle, donc à la recherche de salles particulières. Et ça, nous, on aimerait tous avoir, hein, Simu Santé, mais quand je vois ce qui se présente ici, le nombre de salles, de matériel, et quand je vois comment nous, on peut galérer pour avoir une simple pièce qui serait de la configuration d'une chambre, avec à côté une salle de débriefing digne de ce nom, mais ça donne envie, c'est bien, je trouve que ça motive davantage. En tous les cas, moi, ça motive. Oui, merci. Mais ça sera dur de faire de la simulation avec les étudiants ici. Et le financement. Donc, un financement, alors souvent on pense qu'il faut que ce soit intégré dans nos projets, dans nos maquettes budgétaires, mais on peut faire aussi un projet spécifique qui rentre dans le domaine de l'innovation et qui va pouvoir avoir un financement spécifique. Pas de 8,5 millions, bien évidemment, mais de quelques euros qui seront très utiles pour construire notre projet. Alors tout de suite, des réflexions sont en cours, par le biais notamment de la Sofra-Sims, sur l'interdisciplinarité. Alors là, j'écoutais tout à l'heure les présentations et je me disais, là on a un bel exemple, pas dans la simulation réelle, mais on a un bel exemple d'interdisciplinarité autour de toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Mais c'est vrai que l'interdisciplinarité, actuellement, c'est très à la mode. On en parle beaucoup. Mais quand on essaie de construire des unités d'enseignement, ne serait-ce avec des médecins, des internes qui sont dans le même hôpital, ça devient parfois compliqué de pouvoir joindre les emplois du temps. Recherche et simulation. Beaucoup de formateurs qui font des masters actuellement se penchent sur ce sujet. Malheureusement, ils ne publient pas assez. Donc, s'il y en a dans la salle, je fais un appel particulier. C'est très important que vous puissiez publier vos recherches pour que nous, au niveau des instituts, nous puissions grandir aussi avec ce que vous aurez découvert. Évaluation et simulation, j'en ai parlé un petit peu. C'est un sujet très important parce que je crois qu'il met vraiment l'erreur au cœur de cette problématique. Évaluer une séance de simulation pour voir la satisfaction des étudiants, c'est une chose, mais faire vraiment une évaluation du professionnel à partir d'une simulation, la démarche n'est pas aussi aisée. Et simulation numérique, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à une expérimentation sur la construction en fait d'un serious game par des étudiants de 3e année à destination d'étudiants de 1re année sur d'une part le raisonnement clinique et un autre qui était sur l'éducation thérapeutique. Je peux vous dire que c'est pourvoyeur de compétences et pratiquement même à l'insu des étudiants, puisqu'ils avaient l'impression d'être obligés de faire ce travail, ils avaient l'impression de ne pas être à la hauteur, et que quand nous avons fait une mesure avec un groupe témoin, on s'est rendu compte combien ils avaient pu acquérir des compétences avec cette expérience. Donc la simulation numérique au niveau des instituts de formation est également assez en vogue, mais je pense qu'il faut dans un premier temps qu'on soit bien au point sur l'utilisation d'une simulation in situ avant de pouvoir passer à d'autres outils, même si il y a des serious games qui s'appellent Florence. Tout de suite, je pense qu'il faut savoir être raisonnable et aller petit par petit morceau, mais on y arrivera sûrement, et tous ensemble, on y arrivera certainement. Voilà. Les impacts, quand même, j'avais oublié cette diapo. Les étudiants, donc Monsieur Grandry l'a dit, les étudiants sont satisfaits de cette méthode. Ils sont vraiment... enfin, s'ils ne pouvaient avoir que ça, je pense qu'ils en seraient vraiment très contents. Ce n'est pas possible, et il faut aussi autre chose. Sur l'équipe... moi, à mon niveau, je trouve que les formateurs qui baignent dans la simulation sont en train de contaminer les autres. Ceux qui n'étaient pas du tout partis là-dessus au départ sont en train d'être contaminés. Et ça, je trouve que c'est une richesse que nous, en tant que directeurs, il faut qu'on sache exploiter. Et puis, sur la dynamique d'un établissement, parce que, en termes de formation continue,
c'est très intéressant. Beaucoup d'établissements ont mis en place des formations avec des chambres des erreurs pour tout ce qui est pharmacologie. Et quand ce même test est fait aussi bien en formation initiale, mais aussi en formation continue, je trouve que ça permet de réfléchir à l'erreur qui est commise par un étudiant de troisième année sur la pharmacie, quand un professionnel va lui dire que ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas, et que le même professionnel, quand il est soumis à la chambre des erreurs, ne voit pas forcément les erreurs qui s'y trouvent. Donc là, je trouve que ça, c'est une démarche très intéressante qui permet de grandir aussi ensemble et de travailler aussi autour de la dimension d'accompagnement du futur professionnel. Je vous remercie beaucoup.